Les montres et les apps de running ont l'habitude de nous bombarder d'infos, mais lesquelles sont vraiment intéressantes? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui et on va le faire avec quelqu'un qui est spécialiste de la donnée, Joseph. Bienvenue. Merci de me recevoir. Tu vas voir, on va passer à travers tout un tas de trucs que je suis sûr que tu connais par cœur. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chacune de ces datas, on va les mettre dans une tier list que vous avez à l'écran avec 5 catégories. On a les GOAT, les datas qui sont indispensables. Je sais pas combien il va y en avoir là-dedans. Peut-être pas tant que ça au final, on va voir. On a celles qui sont à avoir sous la main. C'est le truc, on va quand même l'utiliser un petit peu, c'est cool. Celles qui font le taf, mais sans plus. Et après, on rentre dans les catégories un petit peu plus discutables. Mais ouais, on pourrait en faire quelque chose si seulement c'était bien mesuré peut-être. Et les à éviter parce que c'est des datas qui sont juste là pour te polluer l'esprit. Moi, il y en a peut-être un là, qui est pas à l'intérieur, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant d'en parler aussi. Ok, me le dis pas, on se le garde pour la fin. On commence avec une première data, Joseph, le dénivelé. Pour moi, dans ce petit jeu, il va y avoir deux choses. Déjà, l'utilité de la donnée en tant que telle, et deuxièmement, sa fiabilité. Le dénivelé, c'est tout ce qui est aussi associé au GPS, donc vraiment la position de la montre. Et moi, je le trouve assez fiable. Après, sur les montres un peu moins développées, il n'y a pas cette indication. Moi, je le mettrais dans la catégorie à avoir sous la main. Ça donne vraiment des indications intéressantes en termes de charge. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui font plutôt du trail ou sur route. Bah, on a quand même un petit peu de dénivelé, mais ça, on le voit après sa sortie. Donc, il faut anticiper quand on a un petit peu de terrain avec du dénivelé, essayer de juger un petit peu soi-même avant quelle allure on va devoir prendre, comment on se gère si on n'a pas cette info-là. Ouais, il y a ça. Après, en post-course, il y a un truc qui est vraiment intéressant, c'est que quand tu le mets sur ton application, que ce soit Strava ou autre, t'as un recollage qui est fait sur la map mondiale et du coup, en fait, ça vient corriger ton dénivelé. Donc, c'est-à-dire que même si ton capteur est pas super fiable, il y a justement un recollage qui est fait sur la carte d'activité, donc c'est encore plus fiable. Bon là par contre on va peut-être se fâcher un peu plus, à voir. On attaque une donnée qui n'est pas une donnée de running en tant que telle, la VFC, la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc c'est la différence de temps entre chacun de vos battements cardiaques, qui est un bon signe, c'est normal. Si vous avez des battements qui sont égaux sur un rythme régulier, c'est plutôt très mauvais signe pour votre santé. Donc là ça mesure ça la nuit. Principalement pour te dire est-ce que le matin tu es en forme, pas en forme. La VFC c'est très intéressant. Moi j'ai toujours un peu mon biais des élites, du coup à préférer des tests qui sont très très fiables. Mais je trouve que pour les gens qui veulent au moins commencer à comprendre un peu comment ça fonctionne, ça reste intéressant. Surtout c'est un indicateur qu'il faut absolument regarder sur le long terme. C'est vraiment quelque chose qui se regarde pour vérifier s'il y a des moments un peu de maladie ou même un peu de surentraînement. Malgré tout, ça manque un peu de fiabilité parce que c'est le capteur qui fait ça. Moi, je le mettrais dans fait le taf. Je l'aime bien la VFC, mais je mets un peu au-dessus un qui est plus simple à lire aussi, qui est la fréquence cardiaque au repos. Mais je le traque depuis 6-7 ans je pense. Okay. Et je trouve ça quand même super intéressant de voir notamment les périodes d'entraînement versus des entraînements, la différence que tu peux avoir sur tout ça. Et de te dire que des fois en fait tu peux pousser quand même assez loin tes cycles d'entraînement, être dans une fatigue qui n'est pas délétère en réalité. Mais par contre, ça peut énormément biaiser. Et on sait par exemple la VFC, quand tu as une mauvaise VFC un matin, ça peut te conditionner mentalement à en fait avoir un état de forme qui est mauvais parce que tu dis ma montre m'a dit que j'étais pas en forme, donc je suis pas en forme. Et en fait, psychologiquement, ça t'enterre dans un cercle un peu vicieux. 100% d'accord. On passe au troisième qui est le training status. Est-ce que ton entraînement actuellement, il est productif ou est-ce qu'il est unproductif? C'est bon pour le moral, mais moi, je le mets clairement dans à éviter. Parce qu'ils sont pas encore assez fiables. Il y a 2 ans, c'était absolument catastrophique. Là, il y a un peu de mieux. Et par contre, il suffit que tu fasses une séance de trail, donc en fait, tu sois bloqué par la technicité, une séance en altitude, une séance à la chaleur, où en fait, ta montre est totalement perdue. J'ai hâte de voir un petit peu les améliorations qu'il y a eu, mais je te confirme que dans les prépas marathons des 2 dernières années, alors j'étais unproductif tout le temps. Donc en gros, si tu écoutes ta montre, c'est pas la peine, c'est pas comme ça, pour toi ça marche pas parce que t'en fais trop. Donc faut faire attention avec ça et je le mettrai également dans la case à éviter parce que beaucoup trop de risques de te faire croire des choses qui sont... Quelque chose qui est fait pour l'ensemble de la population humaine. Donc c'est vraiment un large panel d'athlètes et de personnes. Et justement, toi, si tu t'entraînes pour un marathon, t'es quand même une exception. Du coup, en fait, forcément, ça sort de ton panel. Et donc, je pense que c'est pour ça que t'as été bien inproductif. C'est parce que, en fait, ils comprenaient pas justement ton profil particulier. Si on passe au quatrième, la cadence. Donc la cadence de course, on sait ce que c'est le nombre de pas qu'on fait par minute. J'ai jamais mis sur ma montre la cadence. Moi, je l'ai jamais mis non plus. Moi, le seul moment où même j'ai travaillé un peu la cadence, je le faisais avec un métronome et je le regardais pas ma montre pour me dire t'en es à temps. Est-ce que ça peut avoir un intérêt de l'avoir sur sa montre? Fiabilité, c'est très précis.
Honnêtement, je suis assez choqué justement de la qualité qu'on réussit à avoir seulement même une montre au poignet sans forcément le pod ou le brassard cardiaque. Par contre, en termes d'utilité, moi, j'ai pas forcément l'utilisé. C'est un truc qui est bon à savoir pour son économie de course, pour son style de course, etc. Et après, une fois, ça va s'adapter tout seul. Donc là, pour le coup, je le mettrais sur l'utilité dans le taf. Moi, j'hésite à le mettre au-dessus parce que je m'en suis servi à une époque, mais pas pendant en fait, mais a posteriori de te rendre compte de où tu en es. Si tu vois que tu es à 150, à moins que tu sois vraiment un outlier extrême, il y a peu de chances que ça soit la bonne zone pour toi. Ouais, mais en même temps, c'est un usage presque unique parce qu'une fois que tu as fait ça, après, tu t'en sers plus. Mais c'est aussi la promesse des data, hein, c'est de se dire, on te met un capteur qui te permet de mieux comprendre ton corps. Et après, au bout de 3 ans ou 4 ans de pratique, en fait, tu le connais et en fait, tu t'es servi de la montre pour progresser, mais après, tu l'utilises plus. Donc, je le mettrais aussi quand t'as raison sur à avoir sous la main. À regarder de manière assez précise. On revient sur un classique. La fréquence cardiaque. Voilà, on peut parler de différents sujets. Si on commence par la fiabilité. Typiquement, quand les gens viennent me voir, me disent est-ce que tu pourrais me donner des conseils, je leur pose une question, est-ce que tu as un brassard ou est-ce que tu as une ceinture? S'ils me répondent non, c'est fin de la discussion. C'est pas méchant, mais c'est juste qu'en fait, c'est pas assez fiable et du coup, le degré de précision qu'on aimerait avoir, on peut pas l'avoir là-dessus. Donc sur la fiabilité, c'est vraiment pas bon. En fait, pour moi, tu vois, c'est un indicateur secondaire, mais que j'utilise quand même pas mal. Okay. Je le mettrais quand même dans les GOAT parce que c'est hyper simple à comprendre, te donne quand même pas mal d'informations si tu te connais un petit peu. Ouais. Le risque, c'est tu prends les zones de la montre et tu pars en mode bon, bah alors là, je suis en zone 3. Mais une fois que tu as appris un petit peu à connaître toi, comment tu fonctionnes, je trouve que c'est quand même hyper intéressant de voir, là, avec cette sensation-là, je suis à 130. Ok, cool. Ici, mon seuil, il est là, donc ça veut dire que j'en suis à peu près là. Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant quand même de regarder ça. Et j'ai envie de le mettre en GOAT, même si c'est pas l'indicateur que je regarde. Avec un brassard ou une ceinture. Ah oui, 100%. Non, mais on passe au volume d'entraînement, le kilométrage ou le nombre d'heures selon comment on le regarde. Quel est l'intérêt de regarder ça et de voir un petit peu l'évolution? Bon, j'ai envie de te dire là, pour moi, ça me paraît évident qu'il y en a un quand même, de pas faire n'importe quoi, mais est-ce que ce graphique suffit en lui-même? Non, c'est un des trucs qui est vraiment intéressant en post-course, à l'échelle de la semaine ou même du mois, pour voir justement et pas partir soit en surentraînement d'un côté, soit même en fait pour essayer de baisser ton risque de blessure. Surtout, c'est peut-être un message à ceux qui commencent la course à pied. Il faut vraiment y aller super doucement parce que le risque de blessure, il est énorme. Vraiment commencer et passer même quelques semaines, quelques mois à 30 km par semaine, à 40 km par semaine, pour vraiment apprendre à votre corps justement à encaisser ça. Et peut-être une indication supplémentaire que je ferais, c'est souvent, t'essayes d'avoir tes semaines à 90 km par semaine. Et en fait, il y a une étude qui est sortie récemment sur le risque de blessure et qui disait que c'était pas forcément l'augmentation au fur et à mesure, c'est la sortie unique. Souvent, il faut faire vraiment attention parce que quand t'arrives le vendredi, le samedi, le dimanche, tu te dis bah attends, j'ai pas atteint mon total de kilomètres, bah tu vas avoir tendance à faire une grosse sortie pour justement compenser. Et ça, c'est exactement ce qui va te détruire et qui va te créer en fait pas mal de troubles et qui va pouvoir te blesser derrière. Tu vois, c'est intéressant que tu mentionnes cette étude parce que je me sers quand même de ce graphique pour essayer de voir une courbe où tu vois une pente, mais sur mon retour à l'entraînement là, j'ai poussé un petit peu plus la courbe à augmenter plus vite le volume par semaine, mais fractionné, en coupant vraiment les sorties et en m'assurant que la sortie longue, elle fasse limite du 5 en 5 en fait. Et en réalité, je suis remonté très très vite à 110 km semaine. Aucun dommage, musculairement, nulle part, aucune douleur. Donc je suis assez... On touche du bois. Ouais, on touche du bois, mais en fait, c'est vraiment que ce côté augmentation du volume sur une séance que tu ne vois pas sur ce genre de graphique du coup. Typiquement, je pense que c'est aussi, on dit souvent ce travail, c'est mauvais pour plein de points parce que ça pousse un peu à courir. Moi, je suis pas d'accord parce que je pense que chacun aime mettre un peu de ce qu'il fait. Mais c'est vrai que c'est un des graphiques qui pousse en fait à la surconsommation du running. Il faut faire attention à ça. J'ai entre fait le taf et mais parce que pour ce risque, on va le laisser dans un... Ouais. On va lui prendre son côté positif, mais attention à pas se tromper. Allez, on entre dans le dur. On arrive sur un indicateur que Joseph mesure avec un attirail assez développé, un masque sur le visage, ton ordinateur, tu mesures les échanges sanguins. Nous, on le fait avec une petite montre. Est-ce que tu peux te fier? Est-ce que ça te donne? Bon, je vais être très cash. C'est à éviter complètement. Je vais juste te donner un exemple. Donc, on fait passer des tests de VO2 sur Paris. Le but, c'est un peu d'aider à ce que les gens comprennent un peu cet indicateur qui est quand même intéressant. Et on avait 2 personnes qui sont venues voir qui étaient à 61 ou 62 de VO2 max. Le premier, il fait son test, il était à 59, donc quelque chose d'assez classique. À 2 points, on va pas chipoter. Et le deuxième, du coup, il fait son test, et là, il était à 48. Il y avait 14 points de différence. Et en fait, juste pour vous montrer que ça, c'est vraiment un indicateur qui est purement statistique. Il considère que si tu fais ce temps au 10 km ou au semi,
tu vas avoir tel VO2 max parce que la moyenne des gens qui ont fait ce temps au semi, ils ont tel VO2 max. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc honnêtement, c'est pas à regarder du tout. Et sur l'utilité en tant que telle, c'est pas si intéressant. Ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir les seuils ventilatoires SV1 et SV2. Si on fait un test VO2, c'est pour avoir vos seuils. On s'en fout d'avoir votre valeur maximale. Ce qui est important, c'est justement d'avoir SV1 et SV2. Oui, mais je vais pouvoir montrer aux copains après. Regarde, le seul intérêt que ça a pour moi, c'est une tendance de forme. Ah, moi, pour le coup, je suis catégorique. Ah non, ça dégage, hein. Y a pas de question là-dessus. Mais c'est vrai que quand tu progresses, elle progresse aussi. Mais c'est trop flou, enfin, c'est ni utile ni fiable. Voilà. Oh, c'est un bon résumé, on garde. La mesure du stress. Bah, tout le monde le fait. Je vois que t'as un Whoop, ça y est aussi. T'as ta mesure du stress en temps réel. La Garmin, je crois même qu'elle a des indicateurs pour te dire attention, vous êtes stressé, déstressez-vous. Super. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Surtout, en plus, c'est un truc qui est assez marrant. T'as pas d'indicateur qui est clairement établi, je pense que... Je sais même pas ce qu'il y a derrière. Je sais pas s'il y a un terme associé ou un nombre associé, mais du coup, tu sais pas si le haut, par exemple, c'est très très mauvais. Enfin, tu vois, en fait, on connaît pas encore cet indicateur, donc tant qu'il n'y a pas de l'éducation qui était faite dessus, je pense qu'il y a vraiment peu de personnes qui vont l'utiliser. Ça va dans à éviter, hein, pour moi. Ou sinon, on peut le mettre dans... En fait, peut-être qu'il y a un intérêt qu'on n'a pas encore découvert, mais à chaque fois que je reviens sur cet indicateur, je regarde ma journée, je me dis super, j'ai rien appris. Tu vois, un des trucs sur lesquels ça pourrait être intéressant, c'est en fait pour savoir aussi la charge mentale des différents athlètes. Imagine, t'as un athlète qui a un bébé, par exemple, je sais pas, 3 mois avant une course. C'est pas que l'indice de stress, c'est plus l'indice de fatigue, les heures de coucher, les heures de lever. Je pense qu'il y a des données de base qui ont réussi à construire cet index de stress. Mais en fait, moi, je prends plus les données de base que l'indice de stress en tant que. On passe au prédicteur de course. On a des petits chronos qui nous sont affichés sur la montre, qui nous disent ce qu'on est censé être capable de réaliser. Honnêtement, je pense que c'est un truc que je regarde pas trop. Ça manque de fiabilité. Souvent, c'est très en dessous et je trouve que ton temps sur 5, sur 10 et sur semi devrait être un tout petit peu corrélé. Et là, pour le coup, même, il y a des disparités entre les indicateurs. Donc, ouais, je suis assez d'accord. Pour le coup, comme on fait de la prédiction de temps de course sur campus, je suis assez étonné que ça soit si off sur les montres. Mais je sais que moi, c'est très très en dessous de ce que je peux faire et c'est à éviter parce que ça induit les gens dans tous les cas dans ah bah je peux faire ça et après ils se disent ah bah c'est ça le chrono que je peux faire. C'est le biais justement que j'avais soulevé. Il y a des personnes qui me disaient ah mais si moi j'ai fait exactement le même temps que ce que ma montre m'avait dit. Mais en fait si tu te dis ok ma montre me dit ça donc je vais mettre sur tel pacing et après je vais faire cet objectif, bah forcément en fait c'était un énorme biais justement de confirmation là-dessus. Peut-être un jour. Un jour. Pour l'instant en tout cas à éviter. On passe à un autre indicateur qui pour moi est totalement off quand je suis en prépa marathon, l'indicateur de récupération ou de préparation à l'entraînement qui te dit grosso modo à quel point aujourd'hui tu es frais pour ta séance. Alors déjà, être frais pour une séance selon ton programme d'entraînement, tu vises pas d'être frais à 100%. Ouais. Moi, ça c'est pareil, en prépa marathon, je suis dans le rouge tout le temps. Si j'écoute ma montre, je vais mourir. Mais surtout, tu fais une belle sortie, ça te dit 96 heures de repos. Non, demain j'y retourne. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un peu l'anti-coach, entre guillemets. Parce que le but du coach, c'est créer un peu de la supercompensation. C'est en fait de mettre ton corps dans la merde pour justement en fait lui permettre de progresser ensuite. Donc ça, c'est vraiment le but de l'entraînement. Et du coup, le fait de se reposer après chaque séance, en fait, tu perds complètement justement ce phénomène. La réalité, c'est que si vous avez un bon programme d'entraînement, trust the process, comme on dit, crois ton coach, crois ton programme, et avance et regarde pas ce que peut te dire la montre à ce moment-là. On va le laisser à éviter pour moi. Peut-être qu'il pourrait remonter mais à cause du tapering, mais quand même, on va se garder de dire ça aujourd'hui. Un indicateur un petit peu standard qu'on connaît tous, qu'on sert à minima pour voir si on va courir sous la pluie ou comment on va s'habiller avant, la météo. Je pense que c'est en analyse de la course et ça c'est vraiment un truc hyper important, on y reviendra peut-être dans une vidéo. C'est en fait de réussir à déterminer à quel point les conditions extérieures ont eu un impact sur ta performance. Et du coup, en fait, tu dis, tu fais un 7 bornes et un autre 7 bornes. Tu dis, non, j'ai perdu 1 minute. Ouais, mais si t'avais 6 degrés de différence entre les deux, en fait, c'est vraiment, vraiment important. Ouais, je suis assez sensible à la température, donc c'est quelque chose que j'essaye de regarder pour juger de la qualité de mon entraînement. Je vois pas s'il y a écrit le vent là-dessus, mais habitant en bord de mer, en tout cas, ceux qui y habitent savent que c'est un indicateur qu'il faut regarder. Pas plus tard que mardi, j'avais une séance que j'ai été faire à l'intérieur en forêt parce que en bord de mer elle aurait été totalement difficile et potentiellement improductive aussi parce que si tu fais vent de face et vent de dos en fait tes jambes sont pas à ce que tu veux travailler et du coup je déteste ça parce que t'as l'impression de faire une séance qui sert à rien des fois. Du coup à avoir sous la main c'est quand même quelque chose d'utile, ça va avec le dénivelé et la cadence. On n'a pas grand chose dans les GOAT, peut-être le prochain. Je suis pas sûr qu'on va être d'accord sur celui-là. L'allure, alors déjà on va s'entendre tout de suite entre
allure instantanée et allure moyenne d'un intervalle. Moi, l'allure instantanée, ça dégage direct. Moi, pour le coup, je suis à fond beaucoup plus sur le trail. Et nous, on fait des kilomètres en 11 minutes au kilo et c'est une vitesse énorme, tu vois. Donc c'est quand même bien de dire que si vous faites du trail, oubliez cette fucking allure, on s'en fout. Sur l'allure en tant que telle, non, c'est vraiment hyper intéressant. Moi, je le mettrais dans les GOAT sur la route parce que c'est une fonction du temps et de la position, de la distance. C'est vraiment les deux choses sur lesquelles la montre est vraiment hyper forte. Moi, c'est simple, je ne me sers que de ça. En fait, ça me suffit pour faire tout le reste quasiment. C'est de te dire ma forme du jour, comment je me sens et basta quoi. Il y a aussi un truc, quand tu utilises ta Garmin ou ta Coros pour la première fois, ta montre met à peu près 2 à 3 semaines justement à réussir à choper le bon GPS, etc. Donc tes premières séances, pour le coup, tu risques de battre plusieurs records du monde. On vous prévient juste si vous achetez votre montre sur le coup. Donc il faut juste un peu de temps pour que ça s'adapte. Le dernier de notre petite liste, le sommeil. Il me semble que c'est pas trop mal quand même de ce côté-là aussi. Sur l'analyse des cycles, ils sont pas encore très très bons, notamment les cycles profonds, etc. Par contre, sur le volume total dormi, ça c'est vraiment cool. On parle justement de cette athlète qui avait eu un enfant, et en fait, moi la première chose que je regardais sur Training Peaks, c'était le nombre d'heures de sommeil, et en fait, tu voyais qu'il y avait des jours à 3, des jours à 5, etc. En fait, pour un athlète de haut niveau, c'est pas du tout suffisant. Du coup, on a dû délayer énormément l'entraînement justement pour lui laisser se reposer correctement. Pour le coup, le volume global, c'est intéressant. Sur la qualité du sommeil, ça pourrait être vraiment cool. Sur le Whoop, justement, on l'utilise un petit peu. On fait un peu des séminaires justement aux dirigeants d'entreprise pour en fait juste leur montrer l'impact de se coucher 1 heure après, de boire 3 bières un soir, juste pour voir ça sur la qualité du sommeil. Donc c'est des choses qui sont vraiment fondamentales, et quand vous allez commencer à être encore plus professionnel dans votre entraînement et justement aller chercher des records, ça pour le coup le sommeil, mais c'est un truc qui est fondamental. L'intérêt principal, je trouve, c'est l'aspect psychologique qui peut être à double tranchant, parce que pour certains ça va être un stress, je peux pas, j'y arrive pas, au contraire je me stresse pour dormir. Et moi ce que je regarde, c'est aussi le temps que je passe en sommeil récupérateur. Tu bois une bière ou deux le soir, le lendemain tu le vois tout de suite en fait sur ces tu vois la quantité, le nombre de réveils que tu as eu dans la nuit, et donc forcément le sommeil perdu. On diabolise toujours les mêmes trucs, mais il y a énormément de tout ce qu'on fait impacte le sommeil de toute façon. Donc la seule chose qui l'impacte plutôt positivement, c'est l'entraînement qui va te fatiguer et du coup t'aider à bien dormir. Où est-ce qu'on le met du coup notre petit sommeil? À avoir sous la main? Ouais, il y a un truc assez marrant que j'ai fait là cette semaine. J'avais un petit capteur qui me calculait le taux de CO2 dans ma chambre, la température et l'humidité. Et en fait, je me rendais compte que quand je bossais, j'avais le ppm, donc la quantité de CO2 qui augmentait et qui passait les 1000. Du coup, à chaque fois, j'ouvrais un peu ma fenêtre, j'aérais un peu la chambre, etc. Et pareil avec la température et l'humidité. En fait, j'ai passé ma semaine à ouvrir un peu la fenêtre, mettre une serviette mouillée sur le radiateur pour justement qu'il y ait un peu plus d'humidité. En fait, c'est tout con, mais je me dis, si je veux avoir un très bon sommeil, il faut juste que je gagne 10% d'humidité. Du coup, j'allais mettre un petit peu cette serviette-là. Et si ça, à la fin de l'année, t'as dormi mieux les 365 dernières nuits, honnêtement, t'es une meilleure personne. Tu nous en avais gardé une pour la fin. Ouais. Dis-moi de quoi tu voulais parler, parce que là, j'en peux plus. Je veux savoir. Non, mais un des trucs fondamentaux, je pense, et qui fait quand même la valeur d'une montre, c'est le temps, en fait. On est là pour faire un chrono sur semi ou sur marathon. Donc pour moi, c'est fondamental. Puis on parlait de la durée de la sortie qui était potentiellement ce qui allait le plus impacter les risques de blessures. De voir où t'en es dans ta sortie et de te dire bon là je pourrais, mais non, je sais que mais je me suis mis une limite en temps qui n'est pas une limite en kilomètres parce que... Et du coup à décorréler aussi du volume en kilos. Souvent en fait le volume en heures ou le volume en heures passées dans telle zone, il est plus intéressant que ça. Hyper intéressant, donc ça tu le mettrais tout en haut aussi j'imagine. Moi j'appelle un peu les montres ou les Constrava des cimetières à data. Je crois que je l'avais dit dans le dernier épisode. Et en fait c'est juste que les gens ils ont énormément de trucs mais ils savent pas les analyser. Donc restez un petit peu sur les basiques, la fréquence cardiaque, le temps, les allures. C'est déjà des trucs qui sont intéressants et après vous pouvez aller fouiller à droite à gauche. C'est marrant parce qu'on est quand même revenu sur des indicateurs qui sont sur les montres depuis le jour 1. En fait, je pense pas que la catégorie GOAT elle bougera un jour parce qu'on n'a pas besoin d'autre chose quoi. Enfin, sauf s'il y a des trucs vraiment des révolutions technologiques qui ton taux de glucose en temps réel qui est mesuré par la montre. Ouais. Je pense que ça risque quand même d'évoluer. C'est juste qu'en fait il y avait deux choses, il y avait l'utilité et la fiabilité. Donc l'utilité, il y a aussi une notion d'éducation. Le stress, en fait, on l'a surtout pas mis plus haut parce que on ne sait pas comment ça nous impacte et en fait on n'a pas de référence claire. Mais par exemple je pense que le sommeil il risque fort de monter si la fiabilité elle est meilleure. Je pense que si tu réussis à avoir du lactate en temps réel ou même par exemple là on l'a pas mis dessus mais un capteur de température de corps, là pour le coup ça peut être vraiment intéressant et ça peut réussir à monter et en fait ça vient mettre des garde-fous supplémentaires justement pour tes sorties et donc là on pourra monter un peu plus sur les GOAT. L'avenir des montres,
bah, c'est potentiellement tout ce qu'on va pouvoir y connecter, qui pourra nous rajouter de l'information. Ouais. Je vais aller regarder un petit peu où on en est sur mon niveau de stress pendant une vidéo. On va voir si c'est aussi impactant qu'une séance de fractionné. Tiens. Et en attendant de se retrouver pour une autre vidéo, parce qu'il y en aura d'autres, je vous envoie vers une ancienne où on avait parlé des allures d'entraînement et de l'impact qu'elles ont sur votre progression. Je vous laisse aller regarder ça.